Ok, alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait quelques temps que j'ai pas sorti de vidéo sur YouTube. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de voir tout simplement l'impact potentiel des élections présidentielles aux États-Unis à long terme sur les marchés actions. Donc je sais que les élections ont été réalisées déjà il y a plus d'une semaine. Tout de même, je tiens à faire cette vidéo parce que le potentiel impact à long terme sur les marchés actions n'est pas négligeable. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, vous allez voir, je ne vais pas être le seul à intervenir. Il y aura avec moi un analyste financier et un analyste géopolitique qui viendront étoffer mes propos. Mais tout de suite, avant de vous en dire plus, je vous propose déjà de voir le sommaire et la structure de cette vidéo. Donc c'est parti. Structure de la vidéo d'aujourd'hui. Bon, déjà, je vais faire une introduction préambulaire pour rappeler certains éléments fondamentaux. Ensuite, on va voir quelques chiffres. On va voir quel est le plan économique de Joe Biden, qui est, je le rappelle, désormais le 46e président des États-Unis d'Amérique. Ensuite, on va ensemble tenter de comprendre l'enjeu majeur des sénatoriales aux États-Unis. Et vous allez comprendre que ça a un impact très important sur le déploiement potentiel du plan économique de Joe Biden. Ensuite, bien évidemment, en tant qu'investisseur, on aimerait savoir finalement, sous l'ère Biden, quels secteurs économiques vont être impactés favorablement ou défavorablement. Donc, je vais vous proposer des explications assez exhaustives dans la partie 5. Ensuite, je vais m'attarder quelques instants également sur le rôle de la Fed, donc la Réserve fédérale américaine, qui n'est ni plus ni moins que la Banque centrale des États-Unis. Ensuite, je vais vous donner une petite prévision boursière. Donc, je vais tout simplement vous dire ce que je pense actuellement des marchés actions et ma prévision en termes d'évolution pour les mois à venir. Ensuite, je vais faire intervenir un analyste financier à qui j'ai posé deux petites questions. Donc, je vais mettre un tout petit extrait de mon interview. Et je vais également faire intervenir un analyste géopolitique qui va donner son point de vue plutôt politique et géopolitique. Parce que moi, je suis plutôt focalisé sur la finance et l'économie. Donc, je vais faire intervenir deux intervenants qui vont donner des remarques complémentaires à mes propos et qui vont étayer mes propos et donner leur point de vue. Et en fin de vidéo, bien évidemment, on va conclure et on va voir tout simplement, on va répondre à la question: quel est l'impact potentiel à long terme des dernières élections USA présidentielles sur les marchés actions? Donc on commence tout de suite avec l'introduction préambulaire. Avant de rentrer dans le détail, je rappelle une chose: l'évolution des marchés actions, elle est tributaire d'un nombre très grand de facteurs, parmi lesquels les taux d'intérêt, bien évidemment, l'évolution de la pandémie actuellement, donc là c'est plutôt conjoncturel, mais dans le contexte actuel, ça a un impact significatif, l'évolution des taux de chômage, l'évolution des tensions politiques et géopolitiques. Ça dépend aussi de l'évolution du sentiment des investisseurs sur les marchés. Je vais y revenir plus loin dans la vidéo. Ça dépend éventuellement également des rachats d'actions, des politiques tout simplement de dividendes ou non des entreprises, de différentes OST, donc opérations sur titre, etc., etc. Tout ça pour vous dire que les marchés actions dépendent d'un très grand nombre de facteurs. Et donc, je vous le dis tout de suite, les élections US ne représentent qu'une composante de l'évolution future des marchés actions. Donc, même si Joe Biden définira en partie l'évolution économique, politique et géopolitique des 4 prochaines années au niveau donc américain et d'une certaine manière mondiale, c'est pas pour autant qu'il faut accorder une importance absolument très importante à ce fait. Et vous allez voir à travers cette vidéo que finalement, il y a beaucoup de choses qui viendront impacter la politique de Joe Biden, etc. On ira plus dans le détail par la suite. Avant de passer à la partie 2, j'aimerais casser entre guillemets un mythe. Joe Biden est un démocrate. Et beaucoup de personnes s'imaginent que les républicains, comme Trump par exemple, sont plus favorables à l'économie et au marché actions par rapport aux démocrates. Donc, c'est pas forcément vrai, et on va le voir juste après dans la partie 2 avec quelques chiffres que je vais tout de même interpréter et nuancer. Euh, mais je vais vous donner un exemple concret. Trump défend la déréglementation et les réductions d'impôts. Il est républicain, on peut logiquement penser que les républicains sont favorables à l'économie et au marché actions. Et
A contrario, on a Biden qui a une politique à contre-courant de celle de Trump, puisqu'il veut augmenter la taxation, la fiscalité sur les entreprises, on le verra par la suite, et appliquer une meilleure redistribution des revenus dans l'économie. Donc on pourrait se dire, ok, très bien, les républicains sont bons pour l'économie, les démocrates sont mauvais pour l'économie, par transitivité, républicain égale bon pour les marchés actions, démocrate égale mauvais pour les marchés actions. On va voir que c'est pas forcément vrai et on verra tout ça dans la prochaine partie. Donc finalement, la grande question maintenant, c'est de se dire, Biden, qui a une politique à contre-courant de celle de Trump, va-t-il aller dans la bonne direction? Est-ce qu'il va apporter la stabilité à la Maison-Blanche? Est-ce qu'il va être favorable à l'économie? Et surtout, pour nous en tant qu'investisseurs, est-ce qu'il va être favorable au marché actions? Donc ça, c'est différentes questions, également d'autres, que je vais tenter d'apporter des éléments de réponse dans cette vidéo. Donc, alors, il n'y a rien d'exhaustif à attendre de cette vidéo, car énormément de facteurs sont à considérer, mais je vais essayer de retenir les principaux facteurs pour vous donner toutes les pistes pour que vous vous forgiez une idée assez claire de l'avenir des marchés actions par rapport à ces élections présidentielles. Et comme je l'ai dit, je ne serai pas le seul intervenant dans cette vidéo, puisque je ferai intervenir un analyste financier et un analyste géopolitique. Donc tout de suite, on va passer à quelques chiffres. Donc sur cette diapositive, alors je vais donner les sources également à chaque fois que je vais vous présenter des schémas. La source de ce graphique, c'est Statista, qui est un bureau d'analyse qui est très intéressant. Sur ce premier graphique, on voit globalement comment ont évolué les marchés actions, en l'occurrence le S&P 500, donc Standard Poor's 500. Je rappelle, c'est l'indice, le principal indice boursier au monde, puisque le S&P 500 recense les 500 plus grandes entreprises cotées en bourse aux États-Unis. Donc c'est un très bon indicateur des marchés actions. On voit comment, sur ces différents graphiques, comment ont évolué les marchés actions durant les 10 jours ayant suivi le résultat des élections présidentielles. Donc en l'an 2000, donc quand c'est rouge, c'est républicain, quand c'est bleu, c'est démocrate. On voit que en 2000, lorsque George W. Bush fils a été élu président des États-Unis d'Amérique, au bout de 10 jours, le S&P 500 avait perdu 5,9%. En 2004, en revanche, le S&P 500 avait gagné 4%. En 2008, donc là ça s'est mitigé et je vais y revenir par la suite. En 2008, juste après l'élection de Barack Obama, 10 jours après, le S&P 500 avait perdu quasiment 15%. En 2012, lors du second mandat de Barack Obama, qui est un démocrate, je le rappelle, le S&P 500 avait perdu quasiment 3%. Et en 2016, le S&P 500, avec 10 jours après l'élection de Donald Trump, le S&P 500 avait gagné 3%. Alors, la tendance à court terme sur le S&P 500, c'est que, a priori, on pourrait se dire que les démocrates sont mauvais pour la bourse. On voit que ici, alors c'est très très simplifié parce qu'on n'a pas un historique très long, mais dans le cas de Barack Obama, on voit qu'on est à des chiffres négatifs dans les deux cas. Mais comme vous allez le voir dans les slides qui vont suivre, à long terme, c'est plutôt la tendance inverse qui se montre. Alors, que l'on peut mettre en évidence. Alors, c'est très important de comprendre une chose. Les marchés actions dépendent du taux, des taux directeurs, par exemple des taux de la Fed, la Réserve fédérale américaine, des taux d'inflation, de la croissance économique, etc., de beaucoup de choses. Et ici, il faut bien comprendre une chose. En 2000, George W. Bush, fils, qui est un républicain, lors de 10 jours après son élection, on a constaté que le S&P 500 avait perdu presque 6%. Rappelez-vous, en l'an 2000, il y a eu l'éclatement de la bulle .com, la bulle Internet, la bulle des valeurs technologiques. Maintenant, autre chose à noter, en 2008, on voit que Barack Obama, 10 jours après son élection, le S&P 500 avait perdu 14,58%. Eh bien, rappelez-vous qu'en 2007, enfin, fin 2007, on a connu la crise des subprimes. Et donc, Barack Obama a été élu juste après l'éclatement de la crise des subprimes. Donc, il faut bien mettre les choses dans leur contexte. Ici, on a eu l'éclatement d'une bulle, moins grande que celle de 2000, mais la crise a été beaucoup plus importante. Et donc, c'est pour ça qu'il faut analyser au long terme l'évolution. Donc, à court terme, a priori, sur la base d'un échantillon très faible de données, puisque là, on parle seulement de 5 mandats, on peut penser que les républicains sont plutôt favorables au marché actions à court terme et les démocrates défavorables.
C'est une tendance qu'on pourrait déduire. Maintenant, je vais vous montrer juste après. À long terme, c'est bien différent. Et donc, c'est là qu'on ça devient intéressant. À long terme et sur un horizon temporel beaucoup plus grand, on voit qu'à long terme, donc encore une fois, la source de ce graphique, alors c'est Schroders cette fois-ci, on voit que à long terme, grosso modo, lors des différents mandats présidentiels, lorsqu'on a eu sous mandat démocrate, globalement, on a eu en moyenne des marchés actions plus performants que sous mandat républicain. Donc ici, on voit donc en bleu, ce sont les présidents des présidents démocrates, en rouge des présidents républicains. Eh bien, on voit globalement que les rendements globaux, enfin les performances des marchés actions en moyenne ont été plus importantes durant des mandats présidentiels démocrates que républicains. On a un peu plus de 10% quand même pour les démocrates et à 6-7% pour les républicains. Alors maintenant, il faut mettre tout ça dans son contexte. Tout d'abord, comme je l'ai dit juste avant, tout dépend de beaucoup de choses, des taux de la Fed, de l'inflation, de la croissance économique, etc. Déjà, première chose encore à noter, ici, encore une fois, on a des données que depuis 1933, donc c'est pas non plus un échantillon extrêmement représentatif, mais tout de même beaucoup plus représentatif que le précédent. Mais sachez bien une chose, déjà, premier élément à comprendre, ici, en 1945, si je me trompe pas, le président Truman, démocrate, a été élu. Si on remet les choses dans leur contexte, en 1945, on était en situation d'après World War II, d'après Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a eu une croissance économique très importante, il fallait tout reconstruire, les marchés boursiers se sont remontés très fortement à la hausse, etc. Donc les marchés actions, à partir de 1945, avec Truman, ont fortement bondi à la hausse pour cette raison, notamment. Autre chose à comprendre, ici, Obama. Euh, Lors du premier mandat d'Obama, pardon, ici on a les deux mandats d'Obama qui sont réunis, mais Obama, durant son premier mandat, a eu une performance, je dirais entre guillemets, boursière importante, puisqu'il a été élu lorsque les marchés étaient déjà relativement bas suite à la crise des subprimes. Donc il ne pouvait entre guillemets que remonter. Et donc, surtout donc sur les deux mandats consécutifs d'Obama, les marchés actions ont très bien performé. Il y a quelque chose à comprendre. Évidemment, tout ceci n'est pas exhaustif puisqu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. Ici, par exemple, pour George W. Bush, fils, on a eu une performance de la bourse qui a été négative durant son mandat, tout simplement en raison de l'éclatement de la bulle dot-com, hein, la fameuse bulle des valeurs technologiques. Juste avant, avec Clinton, on a eu des performances boursières très intéressantes, très importantes. Tout simplement parce qu'on a eu des années d'expansion et de développement économique à peu près à cette période-ci. Et donc si on exclut ces quelques, je dirais, mandats, en l'occurrence Truman, Clinton, on a en réalité des performances qui sont à peu près les mêmes que qu'on soit sous régime, je dirais, démocratique ou républicain. Et par la suite de la vidéo, je vais vous donner des chiffres plus intéressants pour que vous compreniez peut-être un petit peu mieux quels autres éléments viennent impacter les performances boursières. Donc, il faut toujours être précautionneux lorsqu'on analyse ces graphiques-ci. Donc finalement, aucun des deux partis politiques n'est exclusivement bon ou mauvais pour les marchés actions, je dirais, hein, d'une certaine manière. Mais ce qui compte le plus, en fait, au final, ce sont les politiques que les présidents décident et réussissent à mettre en œuvre et leur impact réel, hein, en fin de compte. Donc, un exemple concret, hein, par exemple, bien que les réductions d'impôts de Trump aient été largement considérées comme un développement positif pour les marchés, bah, sa gestion de la politique étrangère et je dirais, ses envenimements euh, ces invectives, je dirais, commerciales ont eu l'effet complètement opposé. Donc les quelques gabegies de Trump sur le plan commercial ont creusé les déficits commerciaux des États-Unis, ce qui n'avait pas été très bon. Donc finalement, il faut toujours être précautionneux lorsqu'on analyse les choses. Tout de même, sur le long terme, si on regarde un coup d'œil, on peut penser que avoir un président démocrate, c'est plus avantageux pour les marchés actions qu'avoir un président républicain. Donc toujours tout mettre en perspective
et tout remettre en cause. Maintenant, on passe à la suite, parce que cette vidéo, je vais essayer de vous donner le max d'informations, mais faire en sorte que la vidéo ne dure pas 1 heure. Donc, petite source, petit graphique complémentaire qui provient de CNBC, CNBC qui est un petit peu l'équivalent de BFM Business en France. Euh, Ici, on a tout simplement la performance du marché action aux États-Unis, donc du S&P 500. Donc, c'est une performance moyenne, donc annuelle moyenne et non pas annualisée. Performance annuelle moyenne sous différents présidents, donc soit démocrate, soit républicain. Alors, très important de comprendre, ici, c'est hors inflation. Ici, c'est Real Total Return. Dans le graphique précédent, c'était en prenant en compte l'inflation. Ici, c'est sans prendre en compte l'inflation. Donc pour le S&P 500, et ici, encore une fois, c'est pour la même temporalité, c'est-à-dire depuis 1933. 11,1% pour les présidents démocrates, 7% globalement pour les présidents républicains. Mais je le rappelle, euh, il faut toujours tout mettre en perspective. Et globalement, aucun des deux partis politiques n'est exclusivement bon pour les marchés actions si on prend en compte tous les éléments importants comme par exemple le fait que Truman ait été élu juste après la Deuxième Guerre mondiale, etc. Donc ici c'est graphique hors inflation. Mais toujours est-il qu'en voyant ça, on pense que la performance du S&P 500 était historiquement meilleure sous gouvernement US démocrate, et c'est vrai. Mais il faut comprendre pourquoi, et c'est tout ce que je vous ai expliqué tout simplement précédemment. Donc maintenant, autre chose d'intéressant à comprendre, et cette fois-ci c'est peut-être un petit peu plus intéressant que de s'attarder exclusivement sur les marchés boursiers, parce que la bourse c'est le reflet de l'économie, mais si on s'intéresse à l'économie et au PIB de l'économie, on peut avoir des informations un petit peu plus cohérentes. Donc ici, encore une fois, un graphique qui provient de CNBC. Ici, on voit donc depuis, encore une fois, depuis 1933, depuis 1945, l'élection de Truman, on voit la croissance du GDP, donc du PIB, la croissance réelle, c'est-à-dire nette d'inflation du PIB, sous les différents gouvernements, c'est-à-dire démocrates ou républicains. Bon, alors évidemment, on a une croissance assez importante avec Truman, puisqu'il fallait reconstruire après la Deuxième Guerre mondiale. Kennedy Johnson, idem. Clinton, idem. Des années d'expansion assez fortes. Et globalement, on voit tout de même ici que sous gouvernement démocrate, on a une croissance du PIB globalement qui est tout de même plus importante, quand même 1,6 fois plus importante que sous gouvernement républicain. Donc ici, c'est plus intéressant parce que ici, on a vraiment une nette différence selon moi. Et encore une fois, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent expliquer cette surperformance de croissance du PIB, du véritable PIB, hein, c'est-à-dire net d'inflation des républicains, pardon, des démocrates par rapport aux républicains. Mais c'est un très bon signe, même si encore une fois, on n'a pas un historique très long. On a à peu près un peu moins d'un siècle d'historique. Et encore une fois, je rappelle que les chocs pétroliers, premier et deuxième choc pétrolier, les taux d'intérêt de la Fed, leur évolution, les cracks, les éclatements de cracks, etc., les crises économiques, tout ça, ça vient impacter évidemment la croissance du PIB. Mais toujours est-il que, historiquement, encore une fois, sous gouvernement démocrate, on a une croissance réelle, nette d'inflation du PIB, plus importante que sous gouvernement républicain. Donc, maintenant, on va parler longuement de quelque chose de très important, puisque on va parler du plan économique de Joe Biden. Pourquoi c'est important que je vous en parle? Eh bien, vous allez comprendre que à travers mes explications, vous allez savoir par la suite dans la vidéo vers quel secteur d'activité vous pourriez être tenté d'investir si vous voulez gagner de l'argent dans les prochaines années. Donc ici, je vais m'attarder sur le plan économique de Joe Biden. Joe Biden est le 46e président des États-Unis, et donc Joe Biden a un plan économique pour reconstruire, entre guillemets, l'Amérique. Et donc, c'est important de se focaliser sur son plan économique. Donc, il est très complexe, il est très détaillé, très précis. Il est, selon moi, bien construit. Mais néanmoins, on ne va pas rentrer non plus dans des détails très précis. On va s'attarder sur 3 points clés. Et les 3 points clés, c'est ceux que vous voyez actuellement à l'écran. Bon, le plan économique de Joe Biden a très bien compris une chose, et que c'est un élément que je partageais avec lui. Si on n'éradique pas la pandémie, on va pas arriver à faire redémarrer l'économie. Donc il y a 3 grands axes.
pour le plan économique de Joe Biden, il se divise en trois grands axes. Le premier, c'est juguler d'urgence le développement de la pandémie de la Covid-19. Là, j'ai mis 3+. Ça signifie que c'est très très bon. Pour moi, c'est quelque chose de favorable au développement de l'économie et donc par transitivité des marchés actions. Deuxième chose, deuxième axe du plan économique de Joe Biden. Donc là, c'est les trois principaux. Deuxième axe, appliquer une meilleure redistribution des revenus dans l'économie. Ici, j'ai mis tout simplement un slash parce que je mets ni un moins ni un plus et je vais vous expliquer juste après. Théoriquement, d'un point de vue investisseur, je devrais mettre moins ici parce que c'est pas favorable aux sociétés, donc pas forcément favorable au marché actions, etc. Mais c'est peut-être bien aussi pour, je dirais, une société plus équitable aux États-Unis. Mais de toute manière, je vais vous donner des indications plus précises juste après. Et troisième grand axe assez intéressant du plan économique de Joe Biden, c'est créer une espèce de New Deal au Congrès pour appliquer son plan de relance économique dont je vais vous parler juste après. Ça, j'ai mis double plus et je vais vous expliquer aussi pourquoi c'est quelque chose de bien. Pour information, le Congrès, c'est l'équivalent du Parlement en France. C'est le pouvoir législatif aux États-Unis, même s'il est vraiment très important aux États-Unis, plus que le Parlement en France, à mon avis. Le Congrès est constitué du Senate et de la House of Representatives, autrement dit du Sénat et de la Chambre des représentants. Donc, c'est l'équivalent en France du Parlement, c'est-à-dire du Sénat et de l'Assemblée nationale. Bon. Donc maintenant, je vais développer un petit peu mes propos et vous parler de ces fameux trois grands axes du plan économique de Joe Biden. Eh bien, le premier grand axe, qui selon moi est très très bien, très bon, et qui va à contre-courant je dirais, des gabegies et des absurdités de Trump, c'est de juguler le développement de la pandémie. Si on n'éradique pas la pandémie, on n'aura pas de possibilité de développer à nouveau correctement l'économie et donc de développer les marchés actions. Selon moi, en tout cas. Donc, le premier grand axe, il se divise en quelques points clés. Déjà, la mise en place d'un comité d'experts et de scientifiques. Donc, Joe Biden a déjà commencé à travailler sur ce point. Il a déjà commencé à réunir autour de lui un comité d'experts et de scientifiques. Ça, c'est très très bien. Aussi, autre point clé de ce plan économique, un renforcement des moyens affectés aux services hospitaliers pour éviter de confiner le pays. À nouveau, le confinement nuit à l'économie. Alors, il est bon pour certains secteurs d'activité, tous les secteurs des services, Internet, voilà, Netflix et compagnie, tout ça, c'est très bien. Les gens restent chez eux, ils regardent Netflix, super. Par contre, il y a d'autres secteurs qui sont très impactés, mais globalement, dans l'ensemble, le confinement nuit à l'économie. Ensuite, autre chose qui pourrait rentrer dans ce premier axe, c'est le retour envisagé de l'Obamacare. Je rappelle que Trump a tout simplement annulé, entre guillemets, détruit l'Obamacare que Obama avait mis en place. Donc, bon, ça, c'est un petit peu à part, mais de toute manière, ça va dépendre de la Cour suprême, et qui, je le rappelle, est actuellement à majorité républicaine. Sur 9 sièges, il y a 3 sièges démocrates et 6 républicains. Donc bon, le retour de l'Obamacare, il est pas certain qu'il soit mis en place sous l'ère Biden. Mais en tout cas, ça peut faire partie également de ce premier axe qui est de juguler le développement de la pandémie. Et très 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 important à comprendre, dans ce ce premier axe qui est d'éradiquer le développement et l'expansion de la pandémie, il y a plus de 700 milliards de dollars américains que Joe Biden veut affecter à cette jugulation du développement de la pandémie. Donc c'est une approche un petit peu keynésienne puisque d'une certaine manière Joe Biden veut avoir recours à la dette et veut faire intervenir tout simplement la dette pour combler les problèmes du secteur privé, etc. et soutenir l'économie de cette manière. Très important de comprendre autre chose. Globalement, ça s'appliquera globalement pour ces trois axes. Mais Joe Biden envisage de mener à bien un plan de relance économique de l'ordre de plus de 2000 milliards de dollars américains. On parle de plus de 2000 milliards de dollars américains, sachant que ça peut aller jusqu'à 3000. Donc sur les 2000 déjà prévus, il y a un tiers qui sont affectés tout simplement à l'éradication, je dirais, ou à la limitation du développement de la pandémie de Covid-19. Ensuite, deuxième partie, donc appliquer une meilleure redistribution des revenus dans l'économie. Donc ici, mon avis, il est un peu plus mitigé, vous allez comprendre pourquoi.
Bon, déjà, quels sont les points clés à comprendre? Ben, déjà, Joe Biden aimerait subventionner les entreprises en difficulté, ben, en raison de la pandémie, tout simplement, afin de maintenir l'emploi, ce qui est très important. Il veut soutenir l'activité économique en parallèle de cette jugulation de la pandémie, afin d'éviter le chômage de masse, au risque, cela dit, ben, d'un déficit budgétaire qui pourrait être très important en 2021, donc ce qui va creuser encore plus l'endettement public des États-Unis, qui a déjà été complètement, je dirais, grossi par Donald Trump. Ensuite, Joe Biden souhaite garantir des prêts à taux zéro pour les petites entreprises au bord de la faillite si elles le souhaitent. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. C'est un peu comme les PGE, les prêts garantis par l'État qu'on a connus en France. C'est des prêts à taux zéro aux États-Unis. Ensuite, et là, ici, on a un autre sous-point de ce deuxième grand axe qui est d'assurer une meilleure redistribution de la VA, donc c'est la valeur ajoutée des entreprises, en doublant le salaire minimum légal à 15, donc en le montant à 15 dollars. Donc, autrement dit, Biden aimerait doubler le salaire minimum légal, qui est à peu près à 7,50 $ pour le faire monter à 15 dollars. Et donc, la valeur ajoutée, d'un point de vue d'analyse financière, elle serait ventilée différemment. Et donc, les salariés bénéficieraient plus de la valeur ajoutée des entreprises qu'actuellement. Donc ça, c'est bien pour le côté social, etc. C'est moins bien pour le côté business et le côté bourse. Mais ça, on va y revenir par la suite parce qu'on va voir que en fonction du Sénat, ça va être appliqué ou non. Bref, peu importe, je continue. Ensuite, dans ce deuxième axe, il y a encore un autre point à comprendre. Biden aimerait limiter ce qu'on appelle les buybacks, les rachats d'actions des entreprises cotées en bourse. Ça, pour moi, c'est assez négatif d'une certaine manière, puisque les rachats d'actions provoquent... Alors, si c'est des rachats d'actions en vue de destruction d'actions pour diminuer le nombre d'actions composant le capital des sociétés, ce que fait typiquement Apple, qui est le champion des rachats d'actions, euh, eh bien, il faut comprendre que les rachats d'actions entraînent un effet relutif pour l'actionnaire et font mécaniquement croître le bénéfice net par action et donc les cours boursiers. Et donc, ça peut être un problème, je dirais, d'une certaine manière pour l'évolution des actions. Mais encore une fois, on va y revenir par la suite, puisqu'on va voir qu'en fonction de ce qui va se passer au Congrès et au Sénat, ça va être plus ou moins difficile à mettre en place. Et enfin, et là c'est un point très très important, c'est un point clé à comprendre dans ce deuxième grand axe du plan économique de Joe Biden. Joe Biden souhaiterait augmenter l'impôt sur les sociétés à 28% versus 21% actuellement. Je rappelle que Donald Trump avait fait baisser le taux d'imposition des sociétés, il me semble que c'est de 35% à 21%. Et donc ça avait forcément fait mécaniquement augmenter les bénéfices nets par action des sociétés, donc les cours boursiers des sociétés. Bon, eh bien, Biden, il aimerait remonter un petit peu ce taux, donc on va récupérer la moitié de ce qui avait été diminué. Autrement dit, l'imposition sur l'IS, l'impôt sur les sociétés aux États-Unis, passerait de 21 à 28%. Et Joe Biden aimerait aussi taxer les hauts revenus, autrement dit les particuliers qui sont très riches. Ça, on pourrait dire que c'est assez négatif, encore une fois, donc c'est bien pour le côté social à nouveau, mais c'est pas super pour les sociétés, et donc c'est pas super non plus pour l'évolution des bénéfices nets par action des sociétés, et donc finalement c'est pas non plus très bien pour tout simplement pour l'investisseur en bourse qui aimerait voir son portefeuille boursier croître significativement. Mais encore une fois, ici, je ne vais pas me prononcer trop vite parce que vous allez voir qu'après, ça va dépendre du Congrès et du Sénat. Et je vous invite vraiment à rester avec moi dans cette vidéo parce qu'après, vous allez voir que là, je vous fais peut-être peur avec ça. Vous allez vous dire, il ne faut pas investir aux États-Unis, mais vous allez voir que ça va être difficile à mettre en œuvre et que potentiellement, ça ne va jamais s'appliquer et que l'impôt sur les sociétés va rester au niveau actuel et que les marchés actions aux États-Unis vont continuer de bien croître durant les 4 prochaines années. Et enfin, troisième grand axe de ce plan économique de Joe Biden, c'est créer une sorte de New Deal au Congrès, qui, je le rappelle, est comme un parlement aux États-Unis, pour appliquer son plan de relance économique, qui, je le rappelle, s'élève à au moins 2000 milliards de dollars américains pour l'instant. Alors, par quoi ça se traduit? Les points clés, déjà, c'est d'accorder une prise en charge d'au moins 10 000 dollars 10 000 dollars pour les étudiants endettés via les prêts étudiants. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui sont endettés, qui s'endettent pour faire leurs études et ils sont en difficulté en raison de la conjoncture économique et sanitaire actuelle. Donc, prise en charge d'au moins 10 000 dollars des étudiants endettés. Ensuite, ce New Deal prévoit également d'accorder des prises en charge de congés maladie pour les plus défavorisés, d'accorder des allègements fiscaux
aux États, donc des États-Unis, où le chômage est le plus élevé. Et enfin, je vais faire quelques digressions, mais dans ce New Deal, on pourrait également intégrer d'autres faits, comme le fait que Joe Biden aimerait restaurer le leadership américain et réaffirmer l'attachement des États-Unis au multilatéralisme. Donc là, encore une fois, on a un contre-courant de Donald Trump qui était vraiment pour le protectionnisme américain. Mais ça a pas forcément bien marché, notamment on l'a vu avec la guerre commerciale. Les déficits commerciaux des États-Unis n'ont fait que s'accroître au gré de l'évolution de la guerre commerciale. Donc cette approche multilatéraliste, elle est très bien selon moi. Ensuite, on pourrait parler aussi d'une autre chose. Joe Biden aimerait redynamiser selon moi les relations avec l'OTAN et l'Union européenne. Donc encore une fois, c'est pas mon domaine de compétence. Quelqu'un d'autre va intervenir sur cette vidéo par la suite, mais c'est très intéressant selon moi. Joe Biden aimerait lutter contre le réchauffement climatique, notamment via, on en a beaucoup entendu parler récemment, via la réintégration des accords de Paris que Donald Trump avait quittés. Et en matière de politique étrangère, Biden a aussi, à mon avis, à mon sens, pour objectif de rétablir la confiance avec ses alliés sur l'échiquier politique international. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez bien selon moi, et c'est pour ça qu'ici je vous mets double plus. Donc ici, c'est à prendre avec des pincettes, évidemment, c'est un avis purement personnel. Ici, juguler le développement de la pandémie, pour moi, c'est quelque chose de primordial, parce que si on n'éradique pas la pandémie, on ne pourra pas avoir un bon développement économique et par extrapolation et transitivité, un bon développement des marchés actions. Deuxième point, je vais y revenir par la suite dans la vidéo parce que vous allez voir que ça va dépendre du Congrès. Et troisième point également, enfin tout ça va dépendre, ce plan économique, son déploiement va dépendre du Congrès. Donc restez bien avec moi parce que je vais tout vous expliquer dans quelques instants. Euh, Donc, je précise une chose, hein, je rappelle, le Congrès aux États-Unis, c'est la Chambre des représentants plus le Sénat. Et actuellement, avant de passer à la suite des slides, bon, je vais y passer maintenant, je rappelle que le Sénat actuellement, le Senate si vous préférez en américain, le Sénat, il est à majorité républicaine. Donc, à mon avis, il devrait rester à majorité républicaine, mais on va savoir quelle sera la majorité seulement le 5 janvier, je vais y revenir. Donc, actuellement, on est dans le cas de ce qu'on appelle un divided government, un gouvernement divisé. Je m'explique, on a globalement un parlement qui est divisé. On a d'un côté la Chambre des représentants qui est à majorité démocrate et le Sénat qui est à majorité républicaine. Donc, qu'est-ce que ça peut entraîner? Ben, ça peut entraîner, par exemple, tout simplement, une difficulté à voter le plan de relance de Biden, de plus de 2000 milliards de dollars américains, je le rappelle. Ça peut aussi, et c'est surtout là un point clé, ça peut freiner la hausse des taxations qui a été prévue par Joe Biden pour les sociétés. L'impôt sur les sociétés qui est à 21% et qui doit passer à 28%, il va probablement pas être possible si le Sénat reste à majorité républicaine. Donc les marchés actions anticipent tout cela et voient cela d'un bon oeil. Et pour moi, je pense que les GAFAM restent par exemple un bon investissement et les GAFAM sont peu inquiétés par cela et également sont pas inquiétés par les projets de loi antitrust. Parce que je vais vous donner mon opinion, je pense que le Sénat va rester à mon avis à majorité républicaine, mais on va y revenir dans quelques instants. Donc globalement, potentiellement, la politique de relance budgétaire aux États-Unis, très importante de Joe Biden, va être limitée par le Sénat. On va le savoir en janvier. Mais en revanche, on va voir dans la suite de la vidéo que les marchés actions vont continuer de grimper selon moi en raison d'une politique monétaire de la Fed très accommodante. Donc, si jamais il y a le plan de relance US potentiel, bien sûr, qui va dépendre du Congrès, et une politique monétaire de la Fed très importante, on aura d'autres effets très intéressants, des exportations US qui vont être facilitées puisque le dollar va baisser relativement aux autres grandes devises internationales, on aura une levée possible des tarifs douaniers contre la Chine et l'Europe, en plus Biden va apporter la stabilité sur le plan international. Dans l'Union Européenne, la BCE, je rappelle qu'elle est traditionnellement plus réservée, quitte à avoir moins de croissance que la Fed, donc du coup les exportations des États-Unis vont être intéressantes de ce point de vue-là. Donc les sociétés européennes, à contrario, exportant beaucoup vers les États-Unis, pourraient être désavantagées. Je le rappelle, hein, je le précise dans ce cas-là, bien sûr. Même si les plus grandes sociétés, et ça c'est important de le comprendre, se couvrent contre le risque de change sur le marché des produits dérivés, je pense que je vous apprends rien. Autre chose, et je vais en parler par la suite probablement, mais Biden a une démarche très multilatéraliste
qui englobe vraiment tous les acteurs internationaux et qui veut apporter la stabilité internationale. Autre chose, Biden est plus prévisible, donc beaucoup plus que Trump. Donc on aura des tensions politiques, géopolitiques, commerciales qui vont être beaucoup plus prévisibles et limitées, je dirais surtout. Et à long terme, ça devrait favoriser le processus de mondialisation, je dirais, et réintégrer vraiment chaque grand acteur dans le processus de mondialisation, et notamment les USA. Parce que les USA, mais aussi les pays occidentaux, hein, de toute manière, dépendent de la mondialisation, ça c'est clair et net. Et à long terme, c'est très intéressant. Et à long terme aussi, cette prévisibilité de la politique de Biden, elle est nécessaire parce que les marchés détestent l'incertitude, et ça c'est bien aussi. Avant de parler du Sénat, j'aimerais quand même faire un tout petit focus sur la guerre commerciale sino-américaine. Comme vous le savez, durant le mandat de Trump, pendant quasiment 3 années, on a eu une guerre commerciale qui a bien évidemment été initiée par cet hurluberlu, ce fou furieux de Donald Trump. À mon sens, bon, on n'est pas là pour dire qui est le mieux entre Trump et Biden, chacun a son avis. Ici, on est là pour faire un avis, pour se forger une opinion constructive. C'est tout. Donc ici, on n'est pas là pour parler politique, je donne juste mon avis personnel, mais après, voilà, ne le prenez pas mal. Focus sur la guerre commerciale sino-américaine, avant de passer à la suite quand même, et de vous parler du Sénat. Je précise que l'apaisement, le fait qu'il y ait eu une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, ça a été mauvais pour l'Europe. Et l'apaisement des tensions sino-américaines que Joe Biden pourrait apporter, ça pourrait finalement être avantageux pour l'Europe. Et je vais vous expliquer pourquoi. La politique commerciale conventionnelle, qu'on pourrait le dire ainsi, de Biden, elle devrait théoriquement, je dis bien théoriquement, profiter à l'Europe et à l'Union Européenne. Et pourquoi? Eh bien, comprenez une chose, la guerre commerciale qui a été initiée par Trump, elle s'est traduite par des droits de douane très importants concernant les importations chinoises. Donc il y a eu une escalade, des droits de douane de plus en plus élevés au fil du temps sur les importations chinoises. Et bien ce à quoi l'Empire du Milieu, enfin bref, la Chine, a réagi en dévaluant à plusieurs reprises le renminbi, enfin le yuan, la monnaie chinoise, pour favoriser ses exportations. Je rappelle qu'une monnaie faible est favorable aux exportations, et puisque la Chine a une balance commerciale qui est largement en sa faveur, eh bien dévaluer le yuan, c'était très intéressant pour la Chine. Donc la Fed est plus laxiste que la BCE, j'ai déjà précisé juste avant. Et donc, ce qui s'est passé, la Fed a décidé de réagir et de dévaluer donc aussi un petit peu le dollar pour contenir un petit peu ces problèmes en matière de dévaluation du yuan, donc en matière monétaire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que d'un côté, on a eu le yuan qui s'est dévalué pour que la Chine puisse favoriser les exportations vers les US, qui était le premier partenaire commercial au départ, au début de la guerre commerciale, pour contrer les fameux droits de douane. Et donc, les États-Unis ont dévalué aussi un petit peu le dollar américain pour juguler ce problème. Et donc, là, pour la BCE, ça a été un problème, puisque la BCE, elle s'est retrouvée un petit peu, tout simplement, le dindon de la farce, puisque ça a défavorisé tout simplement, en matière commerciale, l'Union européenne. Parce que de toute manière, dans tous les cas, la BCE a une politique monétaire moins expansionniste que celle de la Fed. Et je rappelle que le dollar est pour l'instant encore la monnaie, je dirais, internationale. Ensuite, faut pas oublier que la BCE, et ça vous le savez peut-être, a traditionnellement tendance à maintenir un euro fort face aux autres devises, en contrepartie, bien sûr, d'une croissance potentiellement moindre. Mais bref, comprenez qu'en raison des politiques monétaires expansionnistes des États-Unis et en plus de la Chine, l'UE est devenue une victime collatérale de la guerre commerciale sino-américaine. Les exportations de l'UE ont donc été limitées vers ces deux grands partenaires commerciaux, très grands partenaires commerciaux. Et donc l'élection de Biden pourrait apporter une jugulation partielle des tensions sino-américaines, et ce qui pourrait favoriser économiquement l'Union européenne. Maintenant, j'ai quand même quelque chose à vous dire, c'est que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, elle va peut-être être apaisée avec Joe Biden, mais elle n'est pas du tout interrompue. Et la guerre commerciale est surtout une guerre technologique. La guerre commerciale entre les UE, les États-Unis et la Chine est vraiment une guerre technologique, et cette guerre technologique va durer 10, 15, 20 ou 30 ans.
Donc, même si on a Biden, aux États-Unis, il y aura toujours des tensions. Il ne faut pas se leurrer, il faut rester rationnel. Donc, maintenant que je vous ai quand même fait un aparté assez important sur cette guerre commerciale, on va maintenant enfin parler du Sénat. Donc, rappelez-vous, je vous ai expliqué que le plan économique de Joe Biden, et notamment les 2000 milliards au minimum de plan de relance économique qu'il veut apporter, vont dépendre du Congrès. Donc, le suspense, excusez-moi, je sais plus où j'en suis, le suspense du Sénat. Donc, le plan économique de Joe Biden va pouvoir être mis en place en fonction de la majorité au Sénat. Et donc, la question du contrôle du Sénat reste un enjeu majeur. Et donc, on ne saura pas qui aura la majorité au Sénat avant 2021. Précisément le 5 janvier 2021. J'aurais dû le souligner et le mettre en gras parce que c'est très important. Donc, je le rappelle, le Sénat, bon, c'est un peu comme le Sénat en France tout simplement, mais il a un pouvoir législatif très important aux États-Unis. Actuellement, donc on est le dimanche 22 novembre 2020, c'est toujours le statu quo qui prévaut. On a vraiment un Sénat actuellement qui est, c'est vraiment 50-50 au niveau des sièges entre démocrates et républicains. Et actuellement, il reste, donc il y a aussi des, je rappelle qu'en même temps que les élections présidentielles, il y a tous les 2 ans, il y a des élections sénatoriales aux États-Unis. Et il y a toujours dans l'état de Géorgie, donc en Georgia, il y a 2 sénateurs, donc il y a encore des votes, etc. Il y a 2 sénateurs qui pourraient faire basculer le Sénat du côté démocrate le 5 janvier 2021. Actuellement, le Sénat, il a majorité républicaine. Si je dis pas de bêtises, on a 50 sièges républicains et 48 sièges démocrates. Si les 2 sénateurs de Géorgie deviennent démocrates, on aura 50 sièges républicains, 50 sièges démocrates. Vous allez me dire 50-50, on n'a pas de majorité. Et bien dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la majorité, dans ce cas-là, c'est le vice-président ou la vice-présidente qui a comme un vote double, tout simplement. Et donc, puisque Kamala Harris, qui est la vice-présidente, est démocrate, eh bien, on aura dans ce cas un Sénat à majorité démocrate. Mais moi, je pense que le Sénat restera à majorité républicaine et je vais vous dire pourquoi c'est si intéressant pour les marchés actions. Vous allez comprendre par la suite. Donc, avant de parler de tout ça, pour déployer ces mesures, Joe Biden aura besoin de l'accord du Sénat. Ça, c'est indispensable. Comprenez-le bien. Si Joe Biden n'a pas l'accord du Sénat, il ne pourra pas déployer son plan de relance. Ou alors, il faudra attendre encore 2 années pour qu'il y ait encore à nouveau d'autres votes sénatoriaux, pour qu'il y ait éventuellement un basculement d'une majorité républicaine à démocrate ou inversement. Et actuellement, je l'ai expliqué, il y a encore 2 sièges à définir. Et selon moi, ils devront être... ils ne seront pas forcément démocrates. Donc, je précise que durant les présidentielles, l'État de Géorgie est devenu un État démocrate. Joe Biden a gagné la Géorgie, donc c'est un État qui est devenu démocratique. Mais attention, c'est pas parce qu'un État est devenu démocrate, que les sénateurs qui y règnent vont aller au Sénat et être forcément démocrates. Ça, c'est bien très important à comprendre, hein. Donc actuellement, c'est le statu quo qui prévaut, puisqu'on est vraiment, je dirais qu'on est, on ne sait pas trop sur quel pied danser, et on est dans l'expectative. Si le Sénat reste à majorité républicaine, les projets de Joe Biden pourraient tarder à être instaurés, éventuellement reportés de 2 ans, c'est-à-dire les prochains votes au Congrès, et plus précisément, je dirais, au Sénat. Et selon moi, c'est le 5 janvier 2021 qui est une date importante à retenir, puisque on le saura a priori, hein, on saura si le Sénat restera à majorité républicaine ou non. Si le Sénat reste à majorité républicaine, on a ce qu'on appelle un divided government, donc un gouvernement divisé, ou un divided congress, c'est-à-dire un congrès divisé, on pourrait parler en français de parlement divisé, et donc on aura une probable hausse des marchés actions, et je vais y revenir dans quelques instants. Donc, je vais vous donner mon opinion, même si je vais vous la donner dans tous les cas juste après, lorsque je vais faire une petite prospective. Mon opinion, d'un point de vue boursier, donc vraiment d'un point de vue investisseur, le scénario idéal, c'est d'avoir Joe Biden comme président, c'est-à-dire un président démocrate, et un Sénat à majorité républicaine. C'est ce qu'on appelle avoir un split Congress, ou
divided government ou a split government. Et selon moi, les marchés retiendront et anticipent déjà que le Sénat restera républicain. Et je pense, je ne mettrai pas ma main à couper, mais je pense que le Sénat va rester à majorité républicaine. Alors actuellement, on est dans un contexte et dans un environnement très intéressant parce que c'est vraiment très serré. Et donc, le 5 janvier 2021, je ne sais pas si ça va être un jour de bourse ouvert ou non. Mais à mon avis, ça va bouger sur les marchés actions. Voilà, ce sera a priori un jour de bourse ouvert. Il est possible que les marchés actions augmentent fortement de plusieurs points à la hausse ou à la baisse. Bien sûr, ça va dépendre de la majorité du Sénat. Bref, tout ça pour vous dire que pour l'instant, rien n'est joué et que tout ce plan économique de Joe Biden, dont je vous ai donné globalement tous les tenants et aboutissants principaux, ben, tout ça, ça va dépendre de la majorité au Sénat. Donc, globalement, maintenant, je vais vous présenter une petite illustration qui vient de Lombard Odier. Donc, c'est encore une fois une source très fiable. Alors, ça date du 15 septembre 2020. Donc, ça date un peu. Donc, c'était avant les élections. Hein, vraiment, avant les élections présidentielles de 2020 aux États-Unis. Ici, Lombard Odier, le cabinet avait proposé 4 scénarios. Et sur ces 4 scénarios, on voit ce qui est favorable pour les marchés, à la fois sur les equities, c'est-à-dire sur les actions, sur les bonds, les obligations, sur la devise, le dollar, et sur le pétrole. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est equities. Et globalement, ce que Lombard Odier avait prévu le 15 septembre 2020, c'était qu'il était ici de haut en bas. De haut en bas, on a du plus probable au moins probable. Ce qui était pour Lombard Odier le plus probable, c'est que Biden soit élu président, que la Chambre des représentants soit démocrate, ce qui est le cas actuellement, mais aussi que le Sénat soit démocrate. Et c'est là où moi j'ai un petit doute, je ne sais pas, parce que c'est vraiment c'est vraiment short, on est vraiment sur le fil du rasoir, mais à mon avis, on sera plutôt dans le cas numéro 3, et on est actuellement dans le cas numéro 3, et c'est le statu quo qui prévaut. Et donc ici, on voit que globalement, en général, historiquement, les deux, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je ne vais pas vous parler des obligations, du dollar et du pétrole, mais les deux scénarios les plus favorables au marché actions en général sont avoir un président républicain et un congrès qui est républicain, hein, globalement, c'est-à-dire une chambre des représentants et un sénat républicain, ou alors un président démocrate et un congrès, un split congress, c'est-à-dire un congrès qui est divisé. À la fois, par exemple, typiquement ce dont je vous parlais avant, un Sénat républicain et une Chambre des représentants démocrate. Ici, voilà, il y a House of Representatives, démocrate, et Senate républicain. Et c'est, à mon avis, ce que les marchés anticipent et retiendront, et c'est ce qui devrait, à mon avis, se passer, mais j'y mettrai pas ma main coupée, début janvier 2021. Et donc, actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire le 22 novembre 2020, nous sommes dans la situation numéro 3 avec un divided Congress, ou alors, si vous préférez, un divided government. On a Biden comme président, ça c'est sûr et certain, malgré tous les recours de Trump, voilà, il n'y a pas à discuter. On a une chambre des représentants qui est démocrate, bon, voilà. Mais on a un Sénat qui est républicain, mais on doit attendre tout de même début janvier 2021, le 5 janvier 2021, pour être certain que le Sénat restera à majorité républicaine. À mon avis, c'est ce scénario, même si Lombard Odier prévoit que c'est le 4e scénario le plus probable, à mon avis, c'est le 3e scénario qui va être le plus probable. Et dans ce cas, on a des marchés actions qui devraient continuer de grimper. Et je vais apporter des éléments de réponse juste après, à nouveau. Et je rappelle, en fait, tout simplement, j'ai déjà expliqué pourquoi, hein, mais si on a un Sénat qui est républicain, forcément, par exemple, le plan de Joe Biden qui souhaite faire augmenter l'impôt sur les sociétés de 21 à 28%, ben ça marchera pas. Si le Sénat reste à majorité républicaine, il est fort probable que les républicains disent non, non, ça on veut pas. Et donc même si on a un président démocrate, si on a un Sénat républicain, bon, eh bien, l'impôt sur les sociétés restera à 21%, et donc les bénéfices par action resteront assez importants aux États-Unis, donc les marchés actions aussi. Bon. Mais il faut attendre le 5 janvier 2021 pour connaître vraiment la situation définitive a priori, s'il n'y a pas de problème, de vote, de recomptage, etc. Pour savoir si on aura un Democratic Sweep ou non. C'est-à-dire, globalement, un
House of Representatives et un Sénat, c'est-à-dire globalement un Congrès complètement démocrate. Et ce qui dans ce cas serait peut-être pas si intéressant pour les marchés actions, mais à nouveau, restez avec moi parce que je vais dans la suite de la vidéo vous expliquer que la réserve fédérale américaine, la banque centrale des États-Unis a un rôle très important à jouer également dans l'évolution des marchés actions pour les années à venir. Allez, on avance. Petite précision qui peut être très intéressante. Globalement, la performance, encore une fois, la source est CNBC, la performance du S&P 500 et du PIB. Ici, par contre, je ne pourrais pas vous dire si c'est net d'inflation ou non. Je crois que c'est net d'inflation, mais il faudrait vérifier. La performance du S&P 500 et du PIB, la croissance du S&P 500 et du PIB, en fonction de différents scénarios. Donc, globalement, avec un congrès complètement démocratique, on a des marchés actions qui sont pas super intéressants finalement, enfin, qui sont quand même très intéressants. On a plus de 10% de performance. C'est entre 1950 et 2019, je précise. Par contre, on a une croissance du PIB importante. Avec un congrès républicain, on a des marchés actions assez intéressants, à 13,4% tout de même. 3% de croissance du PIB, donc à peu près dans le même ordre de grandeur que si on avait un congrès démocratique, à la différence près que cette fois-ci, par contre, les marchés actions se portent mieux. Mais si on a un split congress, et c'est là où je pense qu'on va avoir une surprise le 5 janvier 2021, si on reste dans la situation dans laquelle on est actuellement, c'est-à-dire un split congress, bah, historiquement, on voit qu'on a des marchés actions qui sont très très performants, 17,2%, et on a une croissance du PIB de 2,8%. Bon, elle est un petit peu faible par rapport aux autres scénarios, mais on a des marchés actions très performants. Alors attention, maintenant je rappelle quand même une chose. Il y a beaucoup de facteurs externes qui influencent l'évolution du GDP growth, c'est-à-dire de croissance du PIB et de la croissance des marchés actions. Comme j'expliquais en début de vidéo, rappelez-vous, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte, les taux d'intérêt, les tensions politiques, géopolitiques, les krachs boursiers, les crises économiques, etc. etc. Voilà, donc vraiment, le suspense du Sénat, c'est un élément important à garder à l'esprit. S'il y a un démocratique sweep, globalement, les cours boursiers et les actions américaines sont probablement affectés par l'augmentation des taux d'imposition des sociétés. Donc, par ailleurs, ça va renforcer l'attrait des actions non américaines, en particulier si c'est associé à une réduction des tensions commerciales. D'un autre côté, si on reste dans la situation numéro 3 avec un Sénat qui reste républicain, si les républicains conservent la majorité au Sénat, il est peu probable que les réformes fiscales elles passent. Et comme la plupart des décisions de politique incombent au président, mais dépendent du Sénat, eh bien, si on a un Sénat républicain, eh bien, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire sur les marchés boursiers. Et en plus de ça, avec un président comme Biden, et j'ai déjà dit, on peut s'attendre à une amélioration des relations internationales. Donc finalement, je dirais que cette combinaison du statu quo fiscal et d'un dégivrage, on va dire, ou d'un déblocage des tensions et sur les relations internationales, c'est un scénario qui est très bon pour les marchés mondiaux. Pour moi, le scénario actuel dans lequel on est, j'espère que c'est le scénario dans lequel on va rester, eh bien pour moi, c'est le scénario idéal. Parce qu'on a un président qui, selon moi, est un très bon président. C'est peut-être pas le meilleur, à mon avis, attention. Mais le scénario dans lequel on se trouve actuellement, il est très bon. Et pour moi, c'est très intéressant. Et évidemment, à moyen terme, donc à horizon 2 ans, on pourrait voir des choses bouger si le Sénat, par exemple, passe à une majorité démocrate. Voilà. Parce qu'il y a des votes, en fait, tous les 2 ans. Bon, je rentre pas dans le détail, etc. On remplace certains sièges au Sénat et à la Chambre des représentants. Les durées des mandats ne sont pas les mêmes dans chacune des chambres. Peu importe. Donc, on passe à la suite. Je sais déjà que vous allez me dire que cette vidéo dure trop longtemps et je m'en excuse. Donc, maintenant, petit graphique complémentaire. Encore une fois, la source c'est CNBC. Dans le cas d'un divided government, donc un divided congress, autrement dit, le cas dans lequel on est actuellement. Là, c'est le cas actuel. Eh bien, historiquement, comme on peut le voir, avec un président démocratique, ici en bleu, et un congrès split entre républicains et démocrates,
c'est le cas de figure où historiquement on a eu la meilleure performance boursière. Par contre, attention, encore une fois, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte et on n'a on a que très peu d'informations à ce sujet, puisque ça concerne pour l'instant que 4 années. Alors que par exemple, ici, on a eu 22 années de gouvernement unifié avec un président démocratique et un congrès démocrate, pardon. Donc encore une fois, à prendre avec des pincettes, mais si on s'en fie vraiment aux chiffres et si on peut accorder une certaine véracité, une légitimité à ce graphique, bien que ça soit pas assez exhaustif, qu'on ait pas assez d'informations et de recul pour vraiment pour avoir des informations fiables, eh bien, pour l'instant, le scénario dans lequel on est, c'est le meilleur scénario possible pour les marchés actions. Et si jamais on se retrouve dans le cas d'un congrès, c'est-à-dire dans le cas numéro 4, donc d'un Democratic Sweep, c'est-à-dire d'un congrès uni et démocrate, et bien dans ce cas, on a des performances qui sont historiquement assez correctes, quasiment 10% sur le S&P 500. Et là, c'est assez fiable parce qu'on a quand même 22 années, donc ça représente tout de même l'équivalent enfin, ça représente beaucoup d'années, donc c'est assez représentatif. Ça fait 5 mandats et demi. Alors vous allez me dire, oui, ça fait pas 6 mandats ou 5 mandats, c'est normal, tous les 2 ans, le congrès, il y a des votes au congrès, donc ça peut changer tous les 2 ans. Bon, bref, peu importe. Euh, mais on voit globalement que voilà, on a on a quand même plus de recul, on a 22 années où ça a été le cas sur le dernier siècle et on a des performances intéressantes. Mais globalement, on voit que globalement, le scénario l'idéal, c'est le scénario actuel, même si là concernait qu'un seulement, que 4 années, donc c'est-à-dire soit un mandat, soit 2 mandats avec 2 fois un changement au Congrès. Le deuxième scénario idéal, bah, c'est un président démocrate et un congrès républicain. Le troisième meilleur scénario, un gouvernement unifié républicain. Et quatrième scénario, bon, a priori, tout un gouvernement unifié démocrate. Bon, on voit que si on a un président républicain et un congrès démocrate, c'est un scénario pas du tout idéal. Donc vous voyez bien que si Trump avait été réélu, on aurait eu beaucoup de risques, on aurait pu prévoir vraiment des marchés boursiers qui se seraient mal portés parce que républicain, président républicain, Trump, très bien, et on a potentiellement un congrès qui pourrait être démocrate, complètement, potentiellement. Évidemment, l'idéal c'est le scénario numéro 3. Donc, encore une fois, à prendre avec des pincettes, puisque il y a beaucoup de choses, d'éléments externes qui rentrent en compte, et il faudrait vraiment beaucoup plus de recul et de données historiques pour se forger une idée très fiable. Maintenant, on va parler de quelque chose de très intéressant et qui vous concerne directement et qui vous intéresse en tant qu'investisseur en bourse. L'ère Biden, secteur impacté. Donc, maintenant qu'on a évoqué tous ces points, on a peut-être envie de savoir finalement quels sont les secteurs qui vont être impactés par ce gouvernement Biden. Donc globalement, avec l'ère Biden, je vous ai mis 3 différentes choses. Un gros plus, un gros moins, un point d'interrogation. En vert, vous avez les secteurs qui seraient favorablement impactés. En rouge, les secteurs qui seraient défavorablement impactés. Et en jaune, les secteurs où on peut émettre des réserves, les secteurs où on ne sait pas trop. Alors très clairement, excusez-moi, avec Biden, le gouvernement et Biden, il serait, et bien évidemment tout ça dépendra du Congrès, il serait plus favorable au secteur des infrastructures, où on retrouve une forme de politique keynésienne, et dans une moindre mesure aussi au secteur relativement cyclique. Le gouvernement Biden serait favorable au secteur des services publics, mais aussi aux entreprises du secteur de l'électricité, des transports, les compagnies aériennes aussi, l'immobilier, la construction en fait, notamment, je pense à cela. Tout ceci grâce au plan de relance, dont évidemment le déploiement va dépendre du Congrès, on va pas se mentir. L'ère Biden serait favorable aussi au secteur des énergies renouvelables. Et après, je vais vous montrer globalement le poids de chacun de ces secteurs dans le S&P 500 pour que vous voyez que ça soit un peu plus concret pour vous. Et l'ère Biden serait favorable, je pense aussi à la consommation de base, à la grande distribution et au secteur cyclique, j'ai déjà expliqué précédemment. La grande distribution, je vais faire intervenir un analyste financier qui va expliquer pourquoi d'ici quelques minutes. Ensuite,
je pense que le gouvernement Biden serait défavorable aux secteurs qui sont pétroliers et aux énergies fossiles. Ce sont des secteurs relativement républicains, hein, historiquement. Et le secteur automobile, il y a une petite distinction. Alors, bon, le secteur mobile, Joe Biden, le gouvernement Biden serait défavorable au secteur automobile parce que Joe Biden est en faveur des énergies renouvelables, etc. Et le secteur mobile est déjà fortement impacté par la crise et sanitaire et économique. Et en plus, est contraint d'investir de plus en plus pour s'orienter vers l'électrique. Et d'ici 10 ans, vers éventuellement l'hydrogène. Bon, parce que Biden voudrait appliquer des limitations en termes de rejet de CO2 sur les véhicules, etc. Donc ici, c'est aussi peut-être pour ça que vous comprenez qu'on voit que l'action Tesla reste à des niveaux artificiellement hauts. Donc ici, dans le secteur automobile, attention, l'action Tesla, le Tesla se porterait tout de même très bien, même si c'est Biden, même dans tous les cas. Voilà. Ensuite, secteur technologique. Alors ici, attention. Biden voudrait appliquer des lois antitrust. Tout ça, ça va dépendre du Congrès. Et c'est très très important de le comprendre parce que si on a un Congrès, un Sénat, pardon, qui reste à majorité républicaine, euh, les lois antitrust ainsi que l'augmentation de la taxation sur les sociétés aux États-Unis, elle ne va probablement pas s'appliquer aux GAFA, mais au secteur technologique. Voilà. Et donc ici, évidemment, le gouvernement Biden dans l'ensemble serait défavorable au secteur technologique, mais personnellement, je pense que les GAFAM n'ont pas à être inquiétés. Je pense que les lois antitrust ne vont pas passer. Mais tout ça va dépendre du Congrès, comme je l'ai déjà expliqué préalablement. Et ensuite, ce serait aussi défavorable au secteur des télécommunications, secteur qui réalise des marges bénéficiaires nettes très importantes. Mais tout ça dépend du Congrès. Et ensuite, point d'interrogation pour le secteur bancaire et financier et pour le secteur pharmaceutique. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un peu bizarre. Biden, il va absolument éradiquer la pandémie, je vous l'ai expliqué précédemment. Mais j'ai mis le secteur pharmaceutique en point d'interrogation. Parce que je sais pas. Pourquoi? Eh bien, a priori, les bénéfices du secteur pharmaceutique sont très élevés. Et des lois antitrust pourraient également s'appliquer sur le secteur pharmaceutique. Je rappelle que le secteur pharmaceutique dispose d'un pouvoir de lobbyisme très très fort. Je me demande si c'est pas le deuxième, en termes de lobbyisme, deuxième secteur le plus influent aux États-Unis. Donc c'est pour ça que je le place en point d'interrogation. Je pourrais pas trop me situer là-dessus. Et ensuite, le secteur de la, excusez-moi, le secteur bancaire et financier. Alors, je l'ai mis en point d'interrogation. Certains pourraient dire que c'est favorable ou défavorable. En fait, ici, j'ai beaucoup de mal à me situer parce que, en fait, le secteur bancaire et financier pourrait bénéficier de la relance budgétaire de Biden si elle est appliquée. Mais ça dépend du Sénat, bien sûr. Et le secteur bancaire et financier pourrait bénéficier d'une repentification de la courbe des taux. Et donc ça pourrait, d'une certaine manière, améliorer la solvabilité des banques. Mais d'un autre côté, le secteur bancaire pourrait être sujet à l'obligation de nantissement de capitaux propres plus élevés pour améliorer les bilans, tout simplement. Donc ici, secteur bancaire et financier, gros point d'interrogation. Ensuite, secteur technologique, au détail auquel je pense, voilà, qui me passe par la tête. Je l'ai mis dans moins, mais attention, Biden veut vraiment réintégrer, est très multilatéraliste, réintégrer les États-Unis dans l'échiquier mondial en termes de mondialisation, en termes de relations diplomatiques, etc. Donc le secteur technologique voilà, sous-traite énormément en Chine, etc. Donc c'est aussi difficile à se positionner là-dessus, mais c'est vrai aussi pour d'autres secteurs. Euh, Excusez-moi. Mais il faut pas oublier une chose très importante, le secteur technologique, je suis pas non plus trop inquiet parce que il faut comprendre une chose, il y a une bataille, vraiment une guerre froide et technologique entre la Chine et les États-Unis. Les États-Unis, leur cœur de métier, leur compétence, c'est la technologie. Par exemple, Qualcomm, par exemple, les microprocesseurs américains sont loin devant en matière technologique que les microprocesseurs chinois. Les Chinois dépendent des microprocesseurs des États-Unis, très clairement. Donc, voilà, les États-Unis ont tout intérêt à maintenir leur suprématie technologique. Voilà. Les États-Unis, c'est les gens de l'Internet, la technologie, etc. Donc, moi, je suis pas trop inquiet pour le secteur technologique, dans tous les cas.
c'est le cœur de métier des USA et les États-Unis ont quand même intérêt à maintenir leur suprématie technologique vis-à-vis de la Chine. Donc maintenant, en termes je vous ai parlé des différents secteurs qui pourraient être impactés. Maintenant, c'est important de voir un petit peu finalement quel est le poids de ces différents secteurs. Parce que le secteur technologique, c'est un secteur qui représente plus de 10 000 milliards de dollars américains au moment où je tourne cette vidéo dans l'indice S&P 500, alors que le secteur des télécommunications, c'est un secteur qui est beaucoup plus faible en termes de capitalisation boursière globale dans le S&P 500. Donc c'est important de mettre tout ça en perspective pour bien comprendre, pour bien comprendre les enjeux. Donc globalement, ce qui va se passer, c'est que dans les notes de cette vidéo, je vais vous mettre un lien, tout simplement, un lien de zone bourse où vous pourrez tout simplement retrouver une heat map, c'est-à-dire tout simplement le poids de chaque indice, de chaque secteur dans le S&P 500. Parce que globalement, moi j'ai réalisé ça en resynchronisant les données de zone bourse avec Excel dans ma diapo. Donc bref, ça c'est un aparté. Et donc ici, on voit que globalement, Biden serait plutôt défavorable au secteur technologique. Et ici, on voit que ce serait un gros problème. On ne sait pas trop pour la santé. Ici, point d'interrogation. Consommation cyclique, a priori, ce serait favorable. Services financiers, point d'interrogation. Valeur industrielle, plutôt favorable, puisque c'est assez cyclique. Consommation acyclique, assez difficile à dire. Matériaux de base, plutôt favorable. Télécommunications, défavorable. Services aux collectivités, très favorable. Et énergie, très favorable. Alors, enfin, plutôt point d'interrogation. Favorable pour les énergies renouvelables, défavorable pour les énergies fossiles. Mais il y a une partie des énergies fossiles qui sont intégrées dans les valeurs industrielles. Donc, c'est pour ça que je vous mettrai le lien zone bourse. Donc, voilà. Globalement, retenez bien que globalement, même s'il y a certains secteurs qui pourraient être très impactés, ce qui compte finalement, c'est de voir combien ils pèsent dans l'indice boursier. Parce que si vous achetez un tracker S&P 500, eh bien, vous voyez bien que le secteur technologique importe un poids très important dans l'indice par rapport au secteur des matériaux de base. Tout simplement. Mais je le répète, pour moi, le secteur technologique, donc le GAFAM, etc., y assimilé, est peu concerné. Parce que le Sénat, selon moi, restera à majorité républicaine. Il n'y aura pas de loi antitrust, à mon avis. Et je rappelle que le cœur de métier aux États-Unis, vraiment, leurs compétences, c'est la technologie et les GAFAM et les grandes valeurs de la tech et de l'Internet. Donc on passe à la suite. Maintenant, on va parler un petit peu de la Fed parce que c'est très important. Donc, globalement, la Fed, elle a un rôle qui est absolument central dans l'évolution des marchés actions. Vous avez peut-être vu, mais de toute manière j'en parlerai par la suite, vous avez peut-être vu des marchés actions qui sont au plus haut alors que l'économie se porte mal et qu'on a des PER par exemple, des ratios de valorisation très élevés. Bon, eh bien tout ça c'est en grande partie dû aux politiques monétaires des banques centrales. Donc globalement, depuis que l'OMS a déclaré la pandémie le 11 mars 2020, les grandes banques centrales ont toutes fait, entre guillemets, tourner la planche à billets. Donc le résultat qui en découle est que ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous connaissez, mais ce qu'on appelle la théorie moderne, pardon, la théorie monétaire moderne, bon, dont l'abréviation est MMT, je vous invite à regarder sur internet, eh bien n'est plus une théorie. Pourquoi? Eh bien parce que les dépenses publiques financées par le déficit grimpent en flèche pour amortir le coût économique mondial de la lutte contre la pandémie, alors même que les banques centrales financent les déficits qui en résultent. Bon, eh bien, bien que, bien que cette théorie monétaire moderne elle soit remise en cause, tout de même retenez que les grandes banques centrales font tourner les planches à billets. Pour faire simple, elles baissent leurs taux, elles pratiquent du quantitative easing, du rachat de dettes obligataires pour resolvabiliser les États, rachètent même des actifs dont des actions. Et donc tout ça, ça soutient globalement les marchés, ça dévalue la valeur de la monnaie, ça soutient les marchés actions, ça permet aux investisseurs d'anticiper l'inflation lors de la croissance économique, une fois qu'il y aura à nouveau la croissance économique, etc. Donc ici, en fait, là où je veux en venir, c'est que on va se focaliser sur la Fed parce qu'on parle des États-Unis, mais c'est un petit peu vrai aussi en Europe. Même si je vous ai déjà dit dans la vidéo que la BCE est un petit peu plus réservée que la Fed en matière de politique monétaire. Ici, on voit entre 2005 et 2020, globalement, les taux directeurs de la Réserve fédérale américaine. On voit que
bah, depuis le 11 mars 2020, enfin depuis que la pandémie est arrivée, ils ont été rabaissés à des niveaux, ils n'ont jamais été aussi bas. Donc c'est très très important à comprendre puisque ça a largement dopé les marchés actions, tout simplement, puisque ça porte bah, des tensions inflationnistes et parce que ça dévalue la monnaie. Et des taux bas, globalement, vous l'aurez compris, bah, c'est les conséquences qu'on peut attendre de tout ça. C'est une inflation lors de la reprise de la croissance économique, une augmentation de la masse monétaire, M3, mais bon, c'est également vrai pour M1, M2, M0, et voilà. Donc ça permet les taux bas, les taux directeurs, ça permet de répercuter, les taux directeurs répercutés sur les banques commerciales permettent aux banques commerciales de répercuter des taux d'intérêt faibles aux entreprises. Donc les entreprises peuvent s'endetter à coût faible pour investir, mais bon, ça crée aussi des entreprises zombies. Et ça permet aussi aux ménages de s'endetter à coût bas pour consommer ce que produisent les entreprises. Donc ça c'est favorable à l'économie à l'avenir, mais par contre c'est aussi porteur de bulles, de création, de formation de bulles financières. Pourquoi? Ben, c'est très simple. Eh bien, lorsqu'on a des taux qui sont très faibles, eh bien, globalement, les actions ont tendance à grimper en flèche et ça forme des bulles financières. Et à chaque fois que les taux directeurs baissent, les actions augmentent. D'ailleurs, c'est pour ça que durant les années 60-70, il y avait des marchés actions qui se portaient assez mal parce que le gouverneur de la Fed, dont le nom m'échappe, mais c'était le prédécesseur de Alan Greenspan, avait augmenté les taux directeurs de la Fed à 20% et les marchés actions sont donc très mal portés. Et vous remarquerez avec l'expérience qu'à chaque fois que des taux directeurs d'une banque centrale baissent, eh bien les marchés actions concernés augmentent. Ça a été le cas en 2016, lorsque Mario Draghi a baissé les taux directeurs de la BCE à 0%, eh bien le jour même, les marchés actions ont pris 3%. Bon. Donc, voilà. Ensuite, on avance parce que je vois que le temps est en train de défiler. Ici, autre chose qui va expliciter nos éléments. Alors, je rappelle, je précise, hein, ce graphique provient de Yahoo Finance pour votre information. Et ce graphique provient de S&P Global Market Intelligence. Donc, ici, ce graphique provient de Yardeni.com. Edward Yardeni, qui est un très très bon économiste, peu importe. Donc, toujours sur la partie la Fed, avant que je vous donne mon opinion et qu'on passe rapidement à la suite de la vidéo. Mon opinion, c'est la suivante. C'est que, en fait, les marchés actions, ils sont actuellement complètement administrés par la Fed. C'est vrai aux États-Unis, mais c'est vrai aussi partout ailleurs, hein, en Europe, euh, en Angleterre, au Japon, etc. Mais là, on se focalise sur la Fed et aux États-Unis, les marchés actions sont complètement administrés par la politique monétaire ultra accommodante de la Réserve fédérale américaine. Et ça se traduit par quoi? Ça se traduit par du quantitative easing très important, c'est-à-dire du rachat d'actifs. Ça se traduit par aussi une baisse des taux d'intérêt, etc. Ici, on voit en trillions de dollars, hein. Donc c'est quand même très important, le montant des actifs au bilan de la Réserve fédérale américaine. Et on voit que le bilan de la Fed a explosé à partir de mars 2020. Donc, il y a quelque chose qui est quand même assez intéressant, qu'on n'a pas trop connu par le passé, je tiens à le préciser, c'est que historiquement la Fed tente d'éviter d'avoir recours à des taux directeurs négatifs et opte plutôt pour une politique monétaire ultra accommodant, donc quantitative easing, rachat d'actifs. C'est typiquement pour ça que le bilan de la Fed a énormément augmenté. Mais là, on a la conjonction des deux facteurs. Donc ici, c'est pour ça qu'on a vraiment des marchés actions qui restent très très hauts. Évidemment, tout ça, c'est une politique monétaire porteuse de tensions inflationnistes. Donc je parle de la Fed parce que c'est très important de comprendre qu'elle a un impact très très important dans l'évolution des marchés actions actuels. Donc autre chose à comprendre maintenant qui est très important, c'est que du fait notamment du rôle de monnaie de réserve mondiale du dollar, eh bien la Fed conserve une marge d'augmentation de la taille de son bilan beaucoup plus importante que les autres banques centrales comme la BCE. Donc le scénario d'une augmentation significative du bilan de la Fed n'est pas du tout à écarter. Là, on a vu que le bilan de la Fed a complètement explosé depuis mars, mais il pourrait encore continuer d'augmenter très significativement. Et puisque le dollar
joue le rôle de monnaie de réserve mondiale. En tout cas pour l'instant, peut-être que dans 20 ans ce sera le yuan, mais pour l'instant c'est toujours le cas. Eh bien, la Fed a toujours la Fed, pardon, excusez-moi, peut augmenter son bilan de manière beaucoup plus significative que la BCE par exemple. Et donc forcément, on peut éventuellement s'attendre dans les années à venir à une baisse de la valeur du dollar par rapport à l'euro. Je tiens à le préciser, c'est un scénario qui n'est pas à écarter. Parce que c'est important de savoir que lorsqu'on est un investisseur européen et qu'on achète des actions en dollars américains, eh bien si on se hedge pas, si on se couvre pas contre le risque de change, il faut quand même voir l'évolution au long terme du taux de change et lorsqu'on veut tout revendre, éventuellement le vendre au moment où le taux de change est le plus favorable, tout simplement. Ensuite, en Union Européenne, donc, juste pour préciser, parce qu'on parle de banque centrale, la BCE, elle est beaucoup moins laxiste que la Fed et elle n'a pas cette capacité de la Fed, que la Fed a à augmenter indéfiniment son bilan. Et en plus, en Europe, les taux négatifs s'observent déjà depuis des années, alors que pour l'instant, aux États-Unis, ça s'observe pas encore, ça va peut-être s'observer là bientôt. Donc dans les années à venir, le dollar américain pourrait, c'est vraiment pas un scénario à écarter, il pourrait se dévaloriser, se dévaluer par rapport à l'euro. Donc les actions US vont continuer à grimper selon moi. Et l'investisseur par contre qui est européen, moi je suis français, je suis en France, donc je suis vigilant vis-à-vis de ça. Mais c'est valable pour tous ceux qui sont dans la zone euro, hein, en tout cas. L'investisseur européen qui achète des actions US devrait théoriquement vérifier l'évolution du taux de change US dollar euro. Et donc c'est pour ça que je précise ici une chose très importante. Il est très probable que la Maison Blanche et le Congrès n'aient pas autant d'importance que la Réserve fédérale américaine pour l'évolution des marchés actions. Donc je précise tout de même et je le rappelle, évidemment, ce qui va se passer au Sénat, la majorité qu'on aura au Sénat début janvier 2021, ce sera très important pour l'évolution des marchés actions. Mais attention, 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 attention. Pour moi, la politique monétaire de la Fed, elle est plus importante pardon, excusez-moi, que pour l'instant ce qui se passe au niveau du Congrès. Et donc c'est pour ça que j'ai envie de dire que finalement pour l'instant celui qui tient les cordons de la bourse c'est plutôt Jérôme Powell que Joe Biden entre guillemets puisque c'est Jérôme Powell qui est le gouverneur de la Réserve fédérale américaine. Donc on va passer, excusez-moi, à la suite. Donc mon opinion c'est que la Réserve fédérale américaine, c'est ce que j'ai expliqué juste avant en fait, tente d'éviter d'avoir encore des taux négatifs. Donc on a plutôt du quantitative easing, c'est-à-dire de l'assouplissement quantitatif, du rachat d'actifs. Donc tout ça c'est porteur de tensions inflationnistes. Donc même si la Fed est théoriquement indépendante du pouvoir politique, il y a une influence qui peut s'observer. Donc c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo. Et j'ai déjà expliqué tout ça, j'ai déjà expliqué, etc. Donc on passe à la suite. Donc globalement, mon opinion, les marchés actions sont en grande partie administrés par les banques centrales. Aux États-Unis, le maintien de valorisation très élevé sur le marché actions découle principalement de la politique monétaire ultra accommodante de la Fed, de la Réserve fédérale américaine. Et donc c'est pour ça que je vous disais juste avant que c'est davantage Jérôme Powell que gouverneur de la Fed, que Joe Biden qui impacte pour l'instant les marchés actions. Évidemment, ça va être mouvementé un petit peu plus début janvier 2021 avec les élections, enfin avec la majorité au Sénat. Le déficit budgétaire qui devrait être probablement élevé aux États-Unis en 2021, a priori, en raison de la pandémie, devrait doper la masse monétaire en circulation, affaiblir légèrement le dollar américain. Tout ça, c'est couplé évidemment avec la politique de la Fed et maintenir des valorisations boursières élevées. Donc mon opinion c'est qu'il faut quand même pas accorder trop d'importance donc du point de vue de l'investisseur en actions de long terme aux élections US. C'est la politique économique de long terme qui a un impact beaucoup plus important sur les marchés actions. Et donc l'évolution de la pandémie Covid-19 aura un impact crucial sur l'évolution des marchés actions. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je vous ai mis parmi les 3 grands axes du plan économique de Joe Biden, 3 plus sur le premier axe. Parce que pour moi, il y a quelque chose que Joe Biden a très bien compris, que Trump n'a pas compris, et que moi j'ai compris et que je partage avec Joe Biden, c'est que
éradication de la pandémie, ça signifie amélioration significative de la situation économique et ça signifie par transitivité hausse des marchés d'actions puisque si l'économie se porte bien, eh bien la bourse en tant que reflet de l'économie, les marchés d'actions vont mieux se porter. Donc, bon, j'ai précisé, Trump, très mauvaise gestion de la crise sanitaire et Biden est très préoccupé par la crise sanitaire, un petit plus en plus, ça fait... c'est une petite précision complémentaire, bon, j'ai pas envie de surcharger les choses, on avance. Ensuite, à titre informatif, j'aimerais juste préciser, parce que je vais vous donner ma prévision boursière. Donc j'aimerais juste vous donner un indicateur qu'on appelle le Fear and Greed Index sur le S&P 500. Le S&P 500, un indice boursier incontournable. Eh bien cet indicateur qui provient de la source est CNN Business, c'est un indicateur qui permet de savoir quelle émotion est en train de driver le marché actuellement. Est-ce que c'est la peur ou est-ce que c'est l'avidité? Eh bien actuellement, les marchés actions sont assez avides, donc assez greedy. Donc ces critères de construction de cet indice, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça dépend de tout un tas de critères. La demande en junk bonds, donc c'est-à-dire en dette pourrie, entre guillemets, le ratio entre les options put sur call, le momentum, la demande en valeur refuge, donc hors obligations souveraines, etc. Le volume d'échange baissier, les ratios sommet-haut divisé atteint sur divisé par sommet baissier atteint et l'indice de volatilité VIX. Ce que je vais faire pour ce Fear and Greed Index, je vais tout simplement vous mettre également le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez retrouver ça dans la description de cette vidéo. Alors, juste une petite précision, ce Fear and Greed Index, j'avais pris la capture d'écran le 13 novembre parce que j'ai mis beaucoup de temps à faire cette vidéo. Donc maintenant, on est plutôt à 63. Considérez qu'au-dessus de 80, le marché est très greedy et donc il faut être précautionneux parce qu'un retournement de marché pourrait être prévu. Bon, et vous avez ici les fameux indicateurs dont je vous parle et vous avez l'évolution dans le temps. On voit par exemple qu'en mars, juste après, lorsque il y a eu la pandémie, tous les marchés sont allés au plus bas, tout le monde avait peur et après on est devenu greedy. Bon, bref. Je vous mettrai tout ça en description de la vidéo. Très important, tout de même, c'est important de savoir à peu près où on est parce que si on est en extreme greed, et ça c'est fiable généralement cet indicateur, eh bien il faut être précautionneux et c'est justement quand tout le monde a peur qu'il faut se mettre à acheter. Bon, voilà, je vous le précise, je le dis parce que maintenant je vais vous expliquer un peu quelle est ma prévision boursière sur le S&P 500. Encore une fois, ici j'ai pris cette capture d'écran le 14 novembre. Alors ici c'est le 13 novembre, alors c'est peut-être tout simplement en raison des décalages temporels, vous savez. Ça c'est le cours du S&P 500 en cours du 14-11-2020, UTC plus 1, avec les fuseaux horaires, forcément aux États-Unis c'était un peu différent. UTC-5. Bon, peu importe, on rentre pas dans le détail. Lorsque j'ai pris cette capture d'écran, le S&P 500 était à 3585 points. Aujourd'hui, il doit être à peu près à 3600. Mais peu importe, 3550. Bon, ben voilà, c'est à peu près un petit peu moins, mais c'est à peu près pareil. Moi, ma prévision boursière, c'est qu'il y a une très faible probabilité de correction à la baisse du S&P 500. Et elle serait dans ce cas de l'ordre de 10 à 15% maximum. Et je vous rassure, juste après, je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, le S&P 500 atteindra, selon moi, et encore ça n'engage que moi, et à court terme c'est difficile de prévoir l'évolution de la bourse, à long terme on sait que ça monte, à court terme c'est dur, mais à mon avis, le S&P 500 va atteindre les 3600 points d'ici fin 2020. Donc avant qu'on connaisse la majorité au Congrès, la majorité au Sénat. C'est-à-dire 0,5 points de plus que le sommet historique atteint le 2 septembre 2020. Ensuite, d'ici mi-2021, l'indice S&P 500 atteindra 3850 points, soit un bond de 7,4% par rapport au niveau actuel. Donc ici, encore une fois, j'ai mis 14-11-2020 parce que c'est le moment où j'ai tourné cette vidéo. C'est le moment où j'ai pris la capture d'écran. Donc ça va évoluer un petit peu depuis. Et ce bond en avant, je dirais qu'il est limité. Ici, je vous mets 7,4 points seulement de plus pour cent. Ce bond en avant, je dirais qu'il est limité par rapport aux valorisations boursières qui sont déjà actuellement très importantes. On a un PER d'ailleurs qui est de 26,65 fois les bénéfices, d'après la source Macro Trends. Je vous mettrai le lien dans la description également. Et à mon avis, les investisseurs ont déjà bien anticipé l'évolution des cours boursiers, l'évolution de ce qui va se passer à l'avenir. Donc, ensuite, pourquoi une telle prévision boursière? Eh bien, tout simplement, premier élément, un environnement
élection présidentielle. Donc là, on a à nouveau de la stabilité et de la visibilité. Deuxième chose, politique budgétaire importante, potentielle, puisqu'elle dépend de la mise en application du Sénat. Elle dépend enfin, sa mise en application va dépendre de la majorité au Sénat. On le saura en janvier 2021. Ensuite, politique monétaire de la Fed extrêmement accommodante. Et ça, c'est très important de le comprendre. C'est ça qui est en train de doper les marchés actions. Taux d'intérêt extrêmement bas à nouveau. Et ça fait partie de la politique monétaire de la Fed. Aussi, c'est vrai en Europe. Mais c'est très vrai pour la Fed parce que c'est pas trop son habitude historiquement. Et donc, l'explosion de la dette à la fois publique et privée n'est pas considérée comme une menace à court terme. Croissance économique prévisionnelle attendue pour 2021 soutenue. Et d'autant plus qu'il y a un optimisme important des investisseurs envers l'espoir d'un vaccin efficace contre la pandémie Covid-19 ou de manière utopiste l'espoir d'une immunité de groupe, enfin moi j'y crois pas trop. Mais cet optimisme des investisseurs, il est de plus en plus accru puisque là on a des annonces récemment qui proviennent de Pfizer, de Moderna et BioNTech aussi en accord avec Pfizer. Bref, on a quand même beaucoup de vaccins qui sont déjà en phase 3 et qui pourraient être commercialisés a priori dès le deuxième semestre 2021, donc c'est-à-dire, voilà, on va dire juin, juillet, août 2021. On a des vaccins qui pourraient être très efficaces et qui pourraient, dès l'année prochaine, être tout simplement mis en vente. Donc voilà ma prévision boursière. Donc j'ai juste vérifié une petite chose. Ma prévision boursière, oui. Donc là c'est 6, 7 prévision boursière. Petite rectification. Voilà. Et ensuite, là, je vais faire intervenir Guillaume Rouvier, un analyste financier, à qui je vais poser deux petites questions et qui va tout simplement me donner son avis sur l'impact des élections aux États-Unis excusez-moi, sur les marchés actions. Donc, regardez bien, je vais poser deux petites questions à un analyste financier. Donc écoutez bien sa réponse, c'est très intéressant. Et juste après ça, à nouveau, et après on va finir la vidéo, je vais avoir un petit retour téléphonique de 3 minutes d'un analyste géopolitique. Enfin, je vais faire une conclusion et je vous embêterai pas plus sur cette vidéo qui dure déjà très longtemps. Donc, à tout de suite. Alors Guillaume, selon toi, selon vous, comment pourraient évoluer les marchés actions à la fois aux États-Unis, mais également pourquoi pas en Europe et en France sous l'ère présidentielle de Biden? Alors, ce que nous pensons, c'est qu'a priori, l'évolution de la bourse est assez indépendante du président. Il ne devrait pas y avoir de changement majeur. Encore une fois, on pense que nous sommes rentrés dans un grand marché haussier aux États-Unis en 2009-2010, en Europe en 2011-2012. Et normalement, bon, c'est jamais sûr, hein, mais normalement, ce marché haussier, s'il est comme les autres marchés haussiers, il devrait durer jusqu'en 2025, quelque part entre 2025 et 2030. Donc, on est bien installé sur ce marché haussier et donc on va continuer à monter, quel que soit le président. Nous, on ne voit pas de modification majeure, ni aux États-Unis, ni en Europe, sauf événements exceptionnels, comme a pu l'être la crise sanitaire, surtout si elle avait duré. Et avec cette élection de Joe Biden, quel secteur d'activité pourrait être aux États-Unis, mais par extrapolation, pourquoi pas aussi en Europe et en France, avantagé et désavantagé sous cette ère Biden? Alors, le mandat présidentiel de Biden, il va jouer. D'abord, si Biden est élu, on n'est pas encore totalement sûr, même si on pense à 95%, il y a toujours 5% d'incertitude à cause des recours menés par l'équipe de Trump. Alors, si Biden est élu, si vous voulez, on peut considérer qu'il ne pourra pas mener complètement sa politique parce que normalement, il n'aura pas de majorité au Sénat ou de majorité solide. Bon. Donc, ceci dit, il devrait tout de même y avoir une politique plus en faveur des infrastructures. Donc, on peut jouer le secteur des infrastructures s'il n'est pas déjà joué. Et puis, surtout, une politique plus en faveur du pouvoir d'achat. Hein, parce que vous savez, il a notamment pour projet d'augmenter fortement les salaires minimums aux États-Unis. Enfin, je dirais même très, très fortement, parce qu'il veut quasiment les doubler. Bon, le salaire minimum, ça ne joue pas beaucoup, hein, ça dépend des États. Bon, mais concrètement, ça veut dire que il aura une politique plutôt keynésienne par la demande, à la fois sur le plan budgétaire, avec un biais structurel d'infrastructure, et par le biais des hausses de salaire. Donc, on peut également jouer ce qu'on pourrait appeler la consommation des classes populaires et moyennes. Hein. Donc, je ne sais pas très bien comment jouer ça, mais bon, il y a des distributions qui s'adressent plus à la fois sur le e-commerce et en distribution spécialisée ou alimentaire à ce type de population. Je dirais peut-être qu'il faut plus jouer la consommation des classes moyennes dans les années qui viennent que la consommation des upper class. Donc, ce sera peut-être plus paradoxalement intéressant
de jouer des valeurs du mass market que des valeurs du luxe. Voilà ce que je pourrais dire de manière générale. Enfin, je dirais qu'en tant qu'analyste, je serais attiré par de regarder ce genre de choses qui ne sont pas très à la mode. Donc voilà, vous avez eu l'interview d'un analyste financier, Guillaume Rouvier, très très intéressant, des propos très constructifs qui rejoignent un petit peu ceux que j'ai déjà évoqués. Donc maintenant, une dernière toute petite interview, 2-3 minutes, d'un ami et également de quelqu'un de très érudit en matière de sciences politiques, Clément. Pour garder l'anonymat, je ne vais pas vous donner ses coordonnées, etc. Quoi qu'il en soit, il va vous donner son opinion beaucoup plus politique et géopolitique, donc je vous propose de l'écouter tout de suite. Et à la fin de son interview, je vais rapidement conclure et je vous embêterai plus. La vidéo sera définitivement terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Donc écoutez son propos et on se retrouve juste après pour la conclusion. Bonjour tout le monde, alors j'interviens aujourd'hui sur la demande de Jacques, afin d'apporter une autre vision sur ce sujet. En effet, le discours de Jacques, lui, reste fondé principalement sur des éléments financiers et économiques, et moi je vais apporter un regard un peu différent en analysant plutôt des facteurs plus politiques. Donc au cours de ce mois de novembre, le président des États-Unis d'Amérique élu est Joe Biden, au détriment de l'actuel président Donald Trump. Et ces temps-ci, on entend beaucoup que c'est une bonne chose, que Joe Biden va soigner l'Amérique, tant au niveau sanitaire qu'au niveau économique. Par ailleurs, beaucoup de personnes estiment que, en conséquence, la bourse, pour parler simplement, va repartir. À ça, je répondrai que oui, dans un premier temps, mais rien ne peut assurer que c'est grâce à l'élection de Joe Biden que la bourse va repartir. Il y a plusieurs facteurs ces temps-ci qui peuvent faire varier les cours boursiers, notamment le contexte Covid avec le développement des vaccins. Tout d'abord, posons le cadre. L'espace international, c'est une arène qui comporte plusieurs acteurs politiques et économiques comme les États, des organisations internationales, des ONG, des firmes multinationales, etc. Dans cette optique où les États restent les principaux mais pas les seuls acteurs de cet espace, leurs actions ont fortement influencé le contexte international au niveau politique et par répercussion au niveau économique. Parce que l'influence politique va impliquer en général une influence économique. Il suffit de prendre le simple exemple des accords commerciaux qui sont la conséquence économique de relations et d'accords politiques. Mais il faut savoir que sous la présidence Trump, les États-Unis se sont fortement repliés sur eux-mêmes, avec son fameux America First. Ce qui fait qu'un acteur important des relations internationales est devenu moins présent et moins actif. En conséquence, ce sont d'autres puissances qui ont profité de ce contexte, comme la Chine, la Russie, et oui, c'est pas pour rien que M. Poutine a soutenu et soutient Trump, ça lui laissait quand même les mains libres. Le Royaume-Uni aussi, avec le contexte Brexit, et même la France semble être perdante, il suffit d'observer le poste de notre ministre de l'économie lors de l'élection de Joe Biden. Ce qui va se passer, c'est que les autres grandes puissances vont être un peu plus concurrencées par les États-Unis au niveau international, car elles vont reprendre leur place, entre guillemets, par des jeux d'influence qui pourraient plutôt nuire à certaines industries européennes et asiatiques. Je pense notamment au secteur de l'automobile et de l'aéronautique notamment. C'est pour cela que je ne visualise pas un avenir très radieux, enfin beaucoup plus radieux qu'à l'heure actuelle pour les économies européennes vis-à-vis de cette présidence Biden. Les tensions géopolitiques resteront les mêmes, elles seront peut-être plus camouflées, et les rivalités économiques et commerciales, elles seront probablement plus fortes. Donc, pour la bourse, je ne suis pas un prophète ou un prédicateur ou que sais-je, mais je n'envisage pas une grosse croissance pour le CAC 40 dans un futur proche. Il vaut mieux se fier à notre contexte sanitaire européen. Le plus gros changement sera que le nouveau président des États-Unis ne tweetera pas tous les 4 matins pour critiquer un chef d'État. Aussi, la discussion entre les autres États sera plus aisée. Voilà. Donc, c'est à peu près tout. J'ai essayé d'être bref et de simplifier au mieux. Tout ceci reste ma vision personnelle en fonction de facteurs politiques internationaux. Ça n'a rien de véridique, c'était une manière de contrebalancer un peu l'opinion générale sur les conséquences de cette élection. Bon, ben voilà, nous y sommes, nous sommes à la fin de cette vidéo. Donc écoutez, il reste plus qu'une seule diapositive, je vous rassure. Et on va conclure, et je vais vous donner tous les éléments clés que vous devez absolument retenir de cette vidéo. Vraiment l'essentiel. Donc, vous l'aurez compris,
Aux États-Unis, le maintien de valorisation très élevé sur les marchés actions découle principalement de la politique monétaire ultra accommodante de la Réserve fédérale américaine. Je vous ai dit tout à l'heure que sur le S&P 500, on a un PER moyen qui est proche de 30, ce qui est déjà très élevé. Retenez aussi autre chose. Aux États-Unis, les marchés retiennent déjà, ou en tout cas retiendront probablement que le Sénat restera à majorité républicaine. Et je vous ai dit, je vous ai expliqué en long, en large et en travers en quoi c'était très intéressant d'un point de vue investisseur. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas accorder non plus trop d'importance d'un point de vue investisseur en action long terme aux élections US. Et je vous ai également dit en début de vidéo, finalement, qu'il n'y avait pas toujours de grande différence sur qui était, si le président était démocrate ou républicain historiquement, si on corrigeait avec d'éventuels retraitements, etc. En fonction de la conjoncture économique, géopolitique, etc. Donc la politique économique de long terme a un impact beaucoup plus important sur les marchés actions que l'issue d'élections présidentielles, qui a un impact certes, mais à court terme. Ensuite, l'évolution de la pandémie Covid-19 aura un impact crucial sur l'économie, sur l'évolution de l'économie et donc par extrapolation et par transitivité sur l'évolution de ces marchés actions. Et ça, retenez-le bien en tête. Et c'est aussi pour ça que Biden est un bon président, je pense, sur ce point-là. C'est simple, je vous ai déjà expliqué tout à l'heure que l'éradication de la pandémie va amener une amélioration significative de la situation économique. Et donc si l'économie se porte bien, la bourse en tant que reflet de l'économie va bien se porter et les marchés actions vont devenir haussiers tout simplement. Donc, autre chose de très intéressant, et c'est ça, c'est ce que Clément a évoqué également, l'élection de Biden va apaiser les tensions internationales. Donc, je ne suis pas aussi expert que lui en la matière, mais ça, c'est une évidence, et c'est très bon pour les marchés actions, c'est très bon aussi pour l'intégration internationale des États-Unis, c'est bien aussi pour tout simplement le commerce international, pour la mondialisation et toutes ces choses-là. Bon, on va pas revenir sur tous ces points parce qu'on est en conclusion. Gardez également à l'esprit qu'au long terme, les marchés actions sont haussiers, quoi qu'il en soit. Donc, vous prenez n'importe quel indice boursier, dividende réinvesti par exemple, et vous verrez qu'au long terme, il sera haussier. Il y a peut-être quelques exceptions avec le Nikkei au Japon, ou quelques indices particuliers, mais enfin bon, vous prenez les indices américains comme le S&P 500, ils sont haussiers au long terme, c'est comme ça, c'est un fait. Ensuite, sachez une chose, l'évolution des marchés actions dépend d'une multitude de facteurs. Je vous mets qu'on fait introduction parce que c'est ce que je vous ai expliqué tout au début de la vidéo. Je vous ai expliqué au début de la vidéo que ça dépend des taux d'intérêt, ça c'est une évidence. L'évolution de la pandémie, ça c'est la conjoncture actuelle. L'évolution du taux de chômage, le PMI manufacturier, la volatilité, le sentiment des investisseurs, les rachats d'actions, les politiques de dividendes ou de rachat d'actions des entreprises, etc. Bref, donc une multitude de facteurs viennent influencer les cours boursiers, les tensions politiques, géopolitiques et j'en passe. Ensuite, autre chose que vous devriez garder en tête, le taux de change US$-euro pourrait diminuer durant les 4 prochaines années. C'est-à-dire que le dollar devrait baisser par rapport à l'euro. Donc, c'est encore une fois pas très problématique si vous investissez sur du long terme. Parce que si vous investissez sur du long terme, vous pourrez toujours reporter la liquidation de vos actifs de 1 an ou 2 jusqu'à ce que le taux de change soit en votre faveur. Mais sachez-le, le taux de change US-dollar pourrait varier fortement et donc le dollar pourrait diminuer par rapport à l'euro durant les 4 prochaines années et éventuellement durant les années supplémentaires, du moins tant que la politique de Jérôme Powell à la Fed reste la même. Voilà. Ensuite, troisième grand point clé dont j'ai déjà, en fait, tout simplement, que j'ai déjà évoqué au début de conclusion, eh bien les marchés actions sont actuellement en très grande partie, vraiment en très très grande partie administrés par les politiques monétaires ultra accommodantes des grandes banques centrales. Et notamment aux États-Unis avec la Fed, la Réserve fédérale américaine. Enfin, retenez que l'élection de Joe Biden a une influence donc entre guillemets marginale, mais probablement positive, selon moi, sur l'évolution de long terme des marchés actions. Juste pour revenir rapidement sur l'élection de Biden et les tensions internationales, parce que finalement les aspects géopolitiques et politiques sont aussi importants et ont un lien très fort avec l'économie. Sachez que tout ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo, la réintégration des accords de Paris, l'apaisement des tensions sino-américaines sur fond de guerre commerciale, même si la guerre technologique va se poursuivre, la levée potentielle des droits de douane, voilà, la protection accrue de la propriété intellectuelle aux USA, toutes ces choses-là. Le fait que Biden veuille réintégrer les États-Unis dans la mondialisation, qui est un peu le vecteur de rayonnement des USA depuis les années 90,
Euh, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont bonnes pour l'économie dans son ensemble et pour les États-Unis. Donc je pense que c'est quelque chose de très bien. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? En fait, on a vu aussi que cette pandémie, malheureusement, elle a montré la dépendance des pays occidentaux vis-à-vis de la Chine notamment. Donc c'est pour ça que c'est aussi important que Biden soit élu et pour pas et que Trump soit éjecté d'une certaine manière. Et enfin, avant de terminer, vraiment pour terminer, parce que là j'ai beaucoup parlé des États-Unis, des marchés actions US, je vais quand même me recentrer un petit peu sur l'Europe et sur la France plus particulièrement. Idem en France, on a une économie mondialisée, donc Biden il est multilatéraliste, contrairement à Trump qui est protectionnisme, donc ça c'est quand même une bonne chose. Idem en France, en Europe, les marchés actions sont quand même administrés dans une moindre mesure, hein, tout de même qu'aux USA, par la politique monétaire relativement accommodante de la BCE, hein, qui pour soutien l'économie. Puis en fin de compte, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a toujours une corrélation importante des marchés actions mondiaux entre eux. Donc dans tous les cas, si les marchés actions US augmentent, en général, c'est également vrai pour les marchés actions en Europe, mais c'est pas toujours le cas, hein, attention, mais il y a une bonne corrélation, mais corrélation ne signifie pas causalité. Enfin, je précise encore une autre chose par rapport aux tensions internationales avec Biden, etc. Mais voilà, faut pas oublier qu'il y a aussi de nombreuses entreprises US et européennes, bref, de tous les pays occidentaux qui sont dépendantes de la Chine, puisqu'il y a des coûts de production qui sont très très faibles, hein, entre autres, dans leur chaîne de production. Donc l'élection de Biden va apaiser, mais pas éradiquer, hein, bien sûr, mais va apaiser les tensions commerciales sino-américaines. De plus, je pense que l'apaisement devrait réduire l'incitation de Pékin à maintenir artificiellement bas le yuan, hein, pour favoriser ses exportations. Je rappelle que la balance commerciale, même la balance des paiements globalement de la Chine avec le reste du monde, est largement en sa faveur. Et il y a un autre élément que j'ai pas du tout souligné, j'ai complètement omis de le dire, mais qui est important et qui a son importance ici sur l'aspect géopolitique. Biden pourrait influencer l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, pour viser un durcissement des règles du commerce international, et bien sûr en défaveur de la Chine. Donc, et voilà, et puis Biden, il reste quand même beaucoup plus stable, beaucoup plus diplomate, pardon, excusez-moi, et beaucoup plus prévisible que Trump. Et ça, c'est quelque chose que les marchés apprécient. Je rappelle encore une fois, pour finir, que les marchés anticipent toujours l'avenir. Donc, et pour pas m'éterniser davantage, retenez trois choses. Aux États-Unis, les marchés actions sont complètement administrés, en très grande partie administrés par les politiques monétaires ultra accommodantes des grandes banques centrales. L'évolution de la pandémie, elle aura un impact crucial sur l'évolution des marchés actions. Et enfin, aux États-Unis, les marchés retiendront probablement que le Sénat restera à majorité républicaine. Donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'elle a duré assez longtemps. Je vous ai fait un cours d'1 h 30. Donc écoutez, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et que le contenu vous plaît. Bref, faites comme vous voulez. Et moi, je vous dis à bientôt sur cette chaîne YouTube.